Le matin était étrangement calme, presque trop. Dans les forêts du nord-est, un silence pesant régnait, brisé seulement par le bourdonnement lointain des générateurs et le cliquetis des antennes radars. Les opérateurs ukrainiens, postés depuis plusieurs heures, scrutaient leurs écrans, attendant un signal. Rien ne bougeait, ni dans le ciel, ni au sol. Et pourtant, derrière cette tranquillité apparente, une tension électrique flottait dans l'air. Car tous savaient que ce calme n'était qu'une façade avant l'orage. À 3h14 précises, les premières alarmes s'allumèrent. Les systèmes patriotes, récemment repositionnés, captèrent une série d'échos anormaux provenant du nord. Des trajectoires irrégulières, à basse altitude, venant droit de la mer Arctique. Ce n'étaient pas des exercices. C'était le début d'une séquence que personne n'aurait cru possible à cette heure de la nuit. Les radars s'illuminèrent d'une pluie de signaux, les écrans vibrèrent, et le premier commandement fut donné, verrouillage des cibles. En moins de 10 secondes, les systèmes antiaériens ukrainiens avaient repéré une vague entière de missiles de croisière lancés depuis un sous-marin russe. Ces missiles, d'une valeur inestimable, fonçaient vers les installations radars près de Dnatchi, un point stratégique essentiel pour la coordination du front. Ce n'était pas un avertissement, c'était une frappe conçue pour aveugler, pour paralyser avant même que l'ennemi puisse réagir. Et pourtant, l'Ukraine était prête. Les opérateurs enclenchèrent la séquence de contre-mesures. Les batteries patriotes tirèrent simultanément, chacune envoyant des intercepteurs à plus de Mach 4 pour intercepter les menaces en plein vol. Les explosions se succédèrent dans un vacarme étouffé par la distance, des sphères de feu éclatant dans le ciel noir. Le sol vibrait légèrement, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Ce n'était pas un affrontement ordinaire, mais le prélude à une campagne où tout, la mer, le ciel, la technologie et la volonté humaine seraient mises à l'épreuve. Avant même que les flammes du premier impact ne s'éteignent, un deuxième front s'ouvrit. À la frontière de Belgorod, une formation de 20 drones kamikazes ukrainiens, volant à très basse altitude, pénétra le territoire russe. Leurs moteurs électriques rendaient leur approche presque inaudible. Ces appareils, pilotés à distance avec une précision chirurgicale, visaient des cibles précises, des postes radars, des relais de communication, des dépôts logistiques. Chaque drone coûtait moins qu'un missile, mais leur effet cumulé était dévastateur. Dans la lueur des explosions successives, les silhouettes des bâtiments s'effondraient une à une. Pendant ce temps, au sol, les forces spéciales ukrainiennes avançaient discrètement à travers les forêts frontalières. Des unités de reconnaissance, soutenues par des véhicules terrestres autonomes, infiltraient les zones de défense russes. Leur objectif, saboter, désorganiser et préparer le terrain pour une percée mécanisée plus tard dans la journée. Ces UGV, de petits chars sans pilote, étaient équipés d'explosifs et de systèmes de brouillage capables de couper les communications locales. À 4h22, un poste de commandement près de Belgorod perdit tout contact avec ces unités. Le blackout venait de commencer. Ce qui suivit ne ressemblait à aucune bataille traditionnelle. Ce n'était plus une guerre d'hommes et de tranchées, mais de signaux, de données, de silence. Les Russes ripostèrent presque immédiatement avec 2 missiles Iskander, chacun valant plusieurs millions de dollars. Mais les intercepteurs ukrainiens, déjà en alerte, neutralisèrent les deux avant qu'ils n'atteignent leur cible. L'écran radar s'illumina un instant, puis retomba dans le noir complet. Les officiers russes, coupés de leur chaîne de commandement, ne savaient plus d'où venait l'attaque ni où frapper en retour. Dans l'obscurité de la nuit, les hélicoptères Mi-8 ukrainiens, peints dans des teintes qui se confondaient avec les nuages, déposaient silencieusement des équipes de sabotage sur des points stratégiques, transformateurs, relais électriques et dépôts de munitions. À chaque impact, la ville de Belgorod s'enfonçait un peu plus dans le chaos. L'électricité vacillait, les communications civiles s'éteignaient et les radars affichaient désormais des signaux fantômes. Pendant 45 minutes, toute la région fut isolée du reste du réseau militaire russe. Quand le jour se leva, les premières unités mécanisées ukrainiennes franchissaient déjà la frontière. À leur tête, des blindés T-84 Oplot, suivis d'infanterie motorisée et de véhicules d'appui lourd. Ce n'était plus une série de frappes isolées, mais une offensive complète. L'objectif, ouvrir une brèche dans la défense russe et atteindre Koursk. Cette manœuvre audacieuse, que beaucoup avaient jugée impossible, venait de commencer. Les premières lignes russes tentèrent de se regrouper, mais sans leurs radars et leurs relais de communication, leurs tirs devenaient aléatoires. Des salves d'artillerie s'abattaient dans le vide,
frappant des champs ou des bâtiments déjà détruits. En revanche, les tirs ukrainiens semblaient presque chorégraphiés. Chaque coup atteignait un point précis, comme si les obus suivaient une partition invisible. C'était la guerre moderne dans toute sa précision. Et pourtant, ce n'était que le début. Car ce que le monde allait découvrir dans les heures suivantes allait redéfinir non seulement cette bataille, mais la guerre elle-même. Avant de continuer, dites-nous où vous regardez cette vidéo. Votre voix compte et chaque soutien, chaque commentaire permet à ces récits de franchir les frontières et d'éclairer la vérité. Dis « Envoie la partie suivante » pour que je continue avec la partie 2. L'avancée ukrainienne vers Koursk n'était pas improvisée. Depuis des semaines, des drones de reconnaissance avaient cartographié chaque route, chaque tranchée, chaque batterie cachée dans les bois. Au-dessus de la ligne de front, des appareils à haute altitude, presque invisibles, transmettaient en direct les mouvements ennemis. À l'aube, les premières colonnes mécanisées se mirent en marche. Leurs chenilles labouraient la terre gelée tandis que les drones, en avant, scrutaient le terrain. Ce n'était pas une offensive massive comme autrefois, mais une série d'actions coordonnées, minutieusement orchestrées. Chaque escouade savait exactement quand avancer, où frapper et quand se replier. La guerre avait changé. Lorsque les premières unités atteignirent les abords de la forêt de Rilsk, les tirs commencèrent. Les canons automoteurs ukrainiens ouvrirent le feu, visant les batteries russes dissimulées sous les pins. Des explosions se succédèrent, secouant la terre et envoyant dans l'air des nuages de poussière et d'écorce. Mais ce n'était pas le bruit le plus effrayant. Ce qui glaçait le sang, c'était le silence après chaque salve, ce vide suspendu avant que la prochaine frappe ne tombe. Les soldats au sol avançaient prudemment, encadrés par des véhicules blindés et des drones au-dessus d'eux, leurs caméras scrutant chaque recoin. À mesure que les forces ukrainiennes progressaient, un rideau de brouillage enveloppait la zone. Les systèmes électroniques russes perdaient leurs repères. Les écrans des radars se couvraient de parasites, les communications se rompaient. Les ordres n'arrivaient plus aux unités avancées. C'était une guerre de signaux autant que de balles. Dans ce brouillard numérique, les chars ukrainiens semblaient surgir du néant. Les positions russes tombaient une à une, non pas sous la force brute, mais sous la précision des frappes coordonnées. Des avions ukrainiens survolaient la ligne de front. Leurs missiles anti-radars se verrouillaient sur les signaux émis par les systèmes russes. Les explosions s'enchaînaient, marquant la désintégration progressive du réseau défensif de Koursk. Les opérateurs russes tentaient de redéployer leurs batteries, mais chaque mouvement était détecté, chaque repositionnement anticipé. Dans la forêt, des robots terrestres ukrainiens avançaient à pas lents, guidés par des caméras thermiques. Ils peignaient au laser les cibles pour l'artillerie, désignaient les chars ennemis cachés derrière les collines. Pendant ce temps, dans les villages environnants, les habitants fuyaient, laissant derrière eux des maisons désertes, des champs abandonnés. La guerre n'épargnait plus personne. Les civils, pris entre deux feux, cherchaient refuge dans des sous-sols, des caves ou sur les routes dévastées. Le bruit des moteurs de chars se mêlait à celui des sirènes, des drones et des cris lointains. Le paysage entier vibrait d'une tension irréelle. Les forces russes tentèrent de contre-attaquer. Des missiles furent tirés depuis la mer Baltique. Mais la riposte ukrainienne fut immédiate. Les systèmes de brouillage prirent le contrôle des signaux de guidage des missiles ennemis, les détournant de leur trajectoire. 2 explosèrent dans les airs. Un 3e s'écrasa sans faire de victimes. Cette efficacité stupéfia même les analystes militaires. Jamais auparavant un tel niveau de coordination électronique n'avait été observé sur un champ de bataille. L'artillerie ukrainienne continua de pilonner les positions russes. En quelques heures, plus d'une douzaine de pièces furent détruites. Les colonnes mécanisées progressaient vers le centre de Koursk. La bataille se déplaçait vers les zones urbaines. Les combats y étaient plus intenses, plus chaotiques. Des drones suicides plongeaient entre les bâtiments, frappant avec une précision chirurgicale. Dans les ruelles étroites, les soldats avançaient maison par maison, guidés par des éclaireurs électroniques. L'objectif n'était plus seulement de prendre la ville, mais de briser la structure de commandement russe dans toute la région. Les opérations psychologiques prenaient autant d'importance que les combats eux-mêmes. Des messages interceptés, diffusés à haute fréquence, semaient la confusion parmi les troupes adverses. Certains commandants, isolés et désorientés, ordonnaient des retraits précipités. Les lignes se disloquaient, les unités se perdaient dans le brouillard. Et alors que les premiers quartiers de Koursk tombaient, les drones ukrainiens s'enfonçaient déjà plus loin. Leur prochaine cible, Briansk. Cette ville, cœur du dispositif logistique russe,
était le verrou entre le front et Moscou. Si Briansk tombait, la route vers la capitale serait ouverte. Les forces ukrainiennes le savaient, elles avançaient sans répit. À mesure que les drones approchaient de Briansk, les systèmes russes commencèrent à se dérégler. Les radars affichaient des échos multiples, impossibles à distinguer. Les batteries antiaériennes, trompées par des leurres, tiraient à l'aveugle. Puis, soudain, les communications se coupèrent. Une vague d'impulsions électromagnétiques venait de frapper les réseaux. Les systèmes s'éteignirent les uns après les autres. Les caméras, les détecteurs infrarouges, les stations de relais, tout tomba en silence. Ce n'était pas une attaque destructrice, mais une paralysie totale. Les Russes, incapables de distinguer les cibles réelles des illusions générées par le brouillage, tirèrent sur leur propre position. Le chaos se répandit comme une onde. Les unités ukrainiennes, elles, continuaient d'avancer. Invisibles, indétectables, elles se glissaient dans les failles, exploitant chaque ouverture. À l'intérieur du centre de commandement de Briansk, les officiers regardaient leurs écrans s'éteindre un à un. Plus de cartes, plus de communications, plus d'images satellites. Tout devenait noir. La panique s'empara du quartier général. Les ordres se perdaient, les voix se coupaient. Ce fut à cet instant précis que l'Ukraine lança son assaut numérique final. Un virus informatique, injecté depuis des relais brouillés, qui désactiva instantanément les serveurs de commandement. Briansk, autrefois un bastion inviolable, devint aveugle et sourd. Mais ce qui suivit dépassa toute imagination. Sans tir massif, sans bombardement, la ville fut neutralisée. Les unités russes, désorientées, cessèrent toute coordination. La ville ne fut pas détruite, elle fut déconnectée du monde. Un siège silencieux, invisible, implacable. Pendant des heures, la confusion régna. Et lorsque les premières images parvinrent enfin à l'étranger, on découvrit une ville intacte, mais sans lumière, sans son, sans activité militaire apparente. La chute de Briansk marqua un tournant. Car désormais, rien ne se dressait entre l'armée ukrainienne et la route de Moscou. La brèche était ouverte, et à l'ouest, les divisions russes, coupées de leurs ordres, se repliaient dans le désordre. Le cœur du pouvoir commençait à sentir le souffle du front approcher. À ce moment, personne ne pouvait plus ignorer l'évidence. L'équilibre des forces venait de basculer. Ce n'était plus seulement une guerre de position, mais une guerre de perception, d'esprit, de technologie. La Russie n'avait pas été envahie par le feu, mais par le silence. Et ce silence, chargé de signaux invisibles, avançait inexorablement vers la capitale. Dis, envoie la partie suivante, pour que je continue avec la partie 3. La route vers Moscou s'étendait devant eux, droite et froide, bordée de forêts décharnées et de champs ravagés. Les chars ukrainiens avançaient sans hâte, leurs moteurs grondant d'une manière presque contenue, tandis que dans le ciel, des essaims de drones dessinaient des trajectoires invisibles. L'atmosphère était d'une tension étouffante. Chaque mouvement, chaque signal radio, chaque pulsation thermique pouvait signifier une embuscade. Pourtant, la progression se faisait avec une précision mathématique. Ce n'était plus une simple offensive, c'était une démonstration de contrôle, une guerre qui se déroulait aussi bien dans les serveurs que sur le terrain. Les satellites ukrainiens, couplés à des relais occidentaux, observaient la zone métropolitaine de Moscou depuis plusieurs jours. Ils suivaient les déplacements de troupes, les rotations de blindés et les changements d'émissions électromagnétiques. Ce que les analystes virent les laissa sans voix. Le système de défense de la capitale montrait des signes de saturation. Les canaux de communication étaient congestionnés, les ordres contradictoires se multipliaient et les défenses se repositionnaient à l'aveugle. La panique numérique s'était infiltrée jusqu'au cœur du commandement. Pendant ce temps, dans la campagne autour de Serpoukov, les unités ukrainiennes testaient de nouvelles stratégies. Les ponts, détruits par les frappes russes, étaient remplacés par des structures modulaires déployées par des véhicules autonomes. Les ingénieurs avaient conçu des pontons capables de se mettre en place en moins d'un quart d'heure. Sous une épaisse brume, les chars traversaient les rivières, tandis que les drones brouillaient les capteurs thermiques. Le convoi semblait flotter dans le silence, comme une ombre mécanique. Les forces russes, bien qu'encore nombreuses, manquaient désormais de coordination. Les ordres mettaient trop de temps à parvenir, et quand ils arrivaient enfin, la situation avait déjà changé. Des colonnes entières restaient immobiles, craignant des frappes invisibles. L'incertitude se propageait plus vite que le bruit des combats. Les soldats, isolés, observaient le ciel en cherchant des cibles qu'ils ne pouvaient pas voir,
Les missiles sol-air tiraient souvent sur des illusions créées par le brouillage ukrainien. Ce n'était plus une bataille pour la terre, c'était une bataille pour la compréhension du réel. À Podolsk, les premières escarmouches urbaines éclatèrent. Les drones d'infiltration ukrainiens, programmés pour suivre le relief des bâtiments, glissaient sous les arcs radars, longeaient les toits, puis désactivaient un à un les systèmes de défense automatisés. Les unités spéciales, soutenues par des véhicules sans pilote, pénétrèrent discrètement dans les zones industrielles. Au lieu de bombarder, elles neutralisaient. Les tours de communication furent rendues inactives, les relais radars réduits au silence. En quelques heures, les défenses extérieures de Moscou furent transformées en une coquille vide. Les habitants de la périphérie entendaient des explosions lointaines, mais personne ne savait vraiment d'où elles venaient. Les rumeurs circulaient plus vite que les nouvelles officielles. Certains affirmaient que des unités ukrainiennes étaient déjà entrées dans les faubourgs, d'autres que le gouvernement avait quitté la ville. Dans les stations de métro, des milliers de civils cherchaient refuge, tandis que dans les bureaux du centre, les lignes téléphoniques s'effondraient sous la surcharge. La capitale la plus protégée du monde devenait un labyrinthe d'ombres et de signaux brouillés. Pourtant, malgré la confusion, un fait demeurait. L'Ukraine n'avançait pas pour détruire, mais pour démontrer. Chaque frappe était calculée pour neutraliser, non pour anéantir. Les routes étaient laissées intactes, les hôpitaux épargnés, les corridors d'évacuation signalés par des drones diffusant des messages en plusieurs langues. L'intention n'était pas de raser la ville, mais de couper la tête du réseau militaire, d'isoler le pouvoir central. Dans le sous-sol du centre de commandement principal, les officiers russes tentaient désespérément de restaurer les communications. Les écrans affichaient des cartes brouillées, les signaux GPS dérivaient de plusieurs kilomètres. À un moment, la connexion fut rétablie brièvement, juste assez pour constater l'étendue du désastre. Les systèmes de défense du Sud avaient cessé de répondre, les batteries de missiles restaient muettes, et les unités déployées autour de Tver n'émettaient plus aucun signal. Tout indiquait que le réseau de commandement national était désormais fragmenté, fonctionnant par fragments autonomes, incapables de se coordonner. À l'extérieur, les drones ukrainiens se déplaçaient comme une nuée vivante. Certains diffusaient des leurres électroniques, d'autres transportaient des capteurs destinés à détecter les émissions radio des centres de contrôle restants. Le ciel de Moscou, saturé d'interférences, devint un champ magnétique chaotique. Les défenses antiaériennes tiraient dans le vide. Les missiles explosaient dans les nuages sans atteindre de cible réelle. Le bruit était assourdissant. Mais il ne faisait que masquer l'essentiel. La ville se vidait de toute capacité de commandement. Sous terre, un autre front se jouait. Des unités de drones terrestres miniaturisés, pilotées à distance depuis des stations situées hors de la zone de combat, s'étaient infiltrées dans les tunnels et les galeries techniques. Leurs caméras nocturnes balayaient les conduites, les câbles, les transformateurs. Chaque point d'accès critique était marqué, cartographié et transmis à des équipes de cyberspécialistes qui neutralisaient les réseaux depuis des terminaux portatifs. Ce n'était plus une attaque physique, mais une chirurgie. Puis, au centre de Moscou, une secousse retentit. Le bâtiment du commandement de la défense nationale fut atteint par une série de frappes précises. Les explosions furent contenues, localisées, visant uniquement les nœuds d'alimentation et les relais de communication. En quelques minutes, la structure perdit toute alimentation. Le cœur du système russe, l'organe central de commandement, cessa de répondre. Aucun message ne sortit, aucun ordre ne fut transmis. L'armée la plus puissante du continent venait de perdre sa voix. Le silence qui suivit n'était pas celui de la victoire, mais celui d'un effondrement. Les analystes étrangers, observant les signaux satellites, virent les zones de couverture radar s'éteindre l'une après l'autre. De Saint-Pétersbourg à Rostov, les réseaux s'affaiblissaient. Les divisions stationnées à l'est n'avaient plus de directive. Le chaos s'étendait comme une onde invisible. Et pourtant, dans les rues de Moscou, la destruction restait limitée. Les immeubles tenaient encore, les infrastructures civiles restaient debout. Ce n'était pas une conquête, c'était une déconnexion. Les unités ukrainiennes, après avoir atteint leurs objectifs, cessèrent d'avancer. Elles établirent des périmètres de sécurité, sécurisèrent les zones critiques et laissèrent les couloirs humanitaires ouverts. Les blessés russes furent